Nous avons aujourd'hui la seconde journée de ce circuit Tanger-Maroc. Merci à tous les participants qui nous ont rejoints et qui vont nous rejoindre au cours de la matinée. Comme vous savez, ce circuit Tanger-Maroc est un circuit qui est dédié et organisé par la ville de Tanger et par le concept multiniveau marocain et a été décidé entre les villes et la tutelle du ministère de l'Intérieur, de la Direction générale des collectivités locales. L'objectif étant de pouvoir apporter, nourrir, contribuer à la réflexion du développement et de l'agenda post-2030. Donc, comme vous savez, le Maroc a les expériences qu'il a pu développer jusqu'à maintenant et certaines sont de reconnaissance mondiale. La question aujourd'hui, c'est comment placer cette expérience dans un cadre multilatéral et générer une conversation, générer un échange qui puisse nourrir toutes les parties, un cadre multipartite pour pouvoir générer cette conversation multilatérale qui va nourrir les réflexions de l'agenda, du post-agenda 2030 du développement. Aujourd'hui, ce matin, tout de suite, nous avons la session sur le logement et l'habitat. Comme vous savez, c'est une question clé aujourd'hui et c'est une question qui décide des politiques publiques et des choix qui sont faits au niveau national. Cette session sera présidée par le ministère de l'Habitat, de l'Aménagement du territoire et de la politique de la ville et sera modérée par M. Fabrizio Rossi, secrétaire général du CEMR, la section européenne de CGLU. Pardon. Fabrizio, je t'invite à rejoindre la scène. Merci. Bonne journée à tous. Madame et Messieurs les ministres, Madame, Messieurs les maires et les élus locaux, Madame et Messieurs, bienvenue à cette session du Congrès mondial de CGLU consacrée à la réduction des disparités territoriales et sociales. Je suis Fabrizio Rossi, le secrétaire général du Conseil des communes et régions d'Europe et je serai votre modérateur pour cette session. Et ensemble, nous aborderons cette question de plus en plus au cœur des préoccupations des gouvernements locaux, nationaux et internationaux. Nous faisons face à une période de profonde transformation, changement climatique, urbanisation rapide, incertitude économique et géopolitique, mais aussi évolution des attentes de nos citoyens sur les territoires. Dans ce contexte, les écarts entre territoires et entre populations risquent de se creuser davantage si nous ne plaçons pas l'égalité territoriale et la cohésion sociale au centre de notre politique publique. L'objectif de cette session, c'est de partager des expériences et des solutions concrètes pour construire des territoires plus inclusifs, plus résilients et mieux préparés aux défis post-2030. Nous aborderons notamment l'impact du changement climatique sur les inégalités, les outils permettant de réduire les vulnérabilités, ainsi que le rôle stratégique des villes intermédiaires dans l'équilibre territorial. Nos échanges aujourd'hui se dérouleront sur une durée de 90 minutes et après l'intervention d'ouverture, nous aurons deux panels. Le premier examinera les inégalités territoriales dans un contexte mondial en mutation. Le deuxième sera consacré aux villes intermédiaires comme moteur de cohésion et de développement équilibré. Avant d'introduire notre premier intervenant, laissez-moi introduire les premiers intervenants pour la session que nous avons aujourd'hui, pour qu'ils puissent prendre leur place dans les fauteuils. Nous allons avec nous pour la première session. Laissez-moi regarder un peu les papiers. Voilà. Nous avons Madame Kandia Camara, maire d'Adobo et présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire.
Madame Camara, prenez votre place, s'il vous plaît. Nous avons avec nous aujourd'hui Madame Maria José García Pelayo Jurado, présidente de la Fédération espagnole des municipes et provinces et maire de Jerez, Espagne. Madame la Présidente, bienvenue. Nous avons avec nous Mr. Omar Ba, président de Séjour Afrique et président de l'Association des maires du Sénégal. Bienvenue, Président. Et nous avons finalement Madame Mina Karunen, président CEO de l'Association des villes et municipalités finnoises, Kuntalito. Madame Mina, bienvenue. Maintenant, je laisse notre intervenant prendre leur place et on est prêt et on est ravis évidemment d'accueillir notre premier intervenant. Ouais. OK. Yes. Oui. Non, bien sûr. Sommes prêts à accueillir maintenant notre premier intervenant. Pour l'ouverture de cette session, l'ouverture officielle, nous avons avec nous Mr. Youssef El Ousni, secrétaire général du ministère de l'Habitat, de l'Aménagement des territoires, de la politique de la ville du Maroc. Monsieur le secrétaire général, à travers ces politiques de logement, d'aménagement de territoire et de développement des villes intermédiaires, le Maroc mène aujourd'hui une réflexion particulièrement importante sur la réduction des inégalités et sur le renforcement de la cohésion territoriale. Messieurs le secrétaire général, nous sommes ravis de nous avoir avec nous. S'il vous plaît, venez avec moi sur l'étage pour introduire officiellement cette première session. Merci et bienvenue. Merci, Monsieur le modérateur. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Wassalatu wassalam ala ashraf al-mursalin. Mesdames et Messieurs les ministres, Messieurs les gouverneurs, Monsieur le Président de notre holding, la Omran, Mesdames et Messieurs les maires, Monsieur le Président CGU Afrique, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales, Excellences, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux de prendre part à cette session consacrée à la réduction des disparités territoriales, une question qui se situe aujourd'hui au cœur des grands défis du développement à l'échelle internationale. Nous vivons une période marquée par l'accélération des changements climatiques, les incertitudes économiques et les recompositions géopolitiques. Dans ce contexte, les inégalités territoriales ne constituent plus seulement un défi de développement, ils deviennent un facteur de vulnérabilité économique, sociale et environnementale. Les écarts entre territoires se traduisent concrètement par des différences d'accès au logement, aux services publics, aux infrastructures, à l'emploi et aux opportunités. C'est pourquoi la justice sociale ne peut être dissociée de la justice spatiale. Pour le Royaume du Maroc, cette réflexion revêt une importance particulière. Notre pays a connu en quelques décennies une transformation urbaine rapide et profonde, majoritairement rurale au début des années 60. Le Maroc est devenu majoritairement urbain en seulement 2 générations. Aujourd'hui, les villes accueillent plus de 62% de la population nationale, produisent près de 75% du PIB et concentrent l'essentiel des investissements. Cette dynamique a constitué certes un puissant moteur de développement, mais elle a également révélé la nécessité d'agir davantage pour garantir un développement territorial plus équilibré. C'est dans cet esprit que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a appelé à dépasser la logique d'un Maroc à 2 vitesses
afin que les territoires puissent bénéficier équitablement des fruits du développement. Cette haute vision royale guide aujourd'hui notre action en matière d'habitat, d'aménagement territoire et de développement urbain de façon globale. Sous l'impulsion de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le logement a été érigé en priorité nationale et en levier majeur de cohésion sociale, de développement territorial et de croissance économique. Grâce à une politique volontariste fondée sur la mobilisation des fonciers publics, le développement du logement social, la résorption de l'habitat insalubre et les partenariats publics-privés, le Maroc a réalisé plus de 750 000 logements sociaux, relogé plus de 2 millions de citoyens et a réduit significativement son déficit de logement. Ce déficit a été réduit de plus de 70% au cours des 2 dernières décennies. Et le Maroc, Inch'Allah, sera déclaré comme pays sans bidonville avant 2030, année d'organisation de notre pays de la Coupe du Monde avec nos pays européens voisins, l'Espagne et le Portugal. Aujourd'hui, nous franchissons une nouvelle étape. Notre objectif n'est plus seulement de construire des logements, mais de construire des territoires de vie, des territoires où le logement s'accompagne d'équipements publics, de mobilité, de services, d'espaces publics de qualité et d'opportunités économiques. Le programme d'aide directe au logement lancé en 2024 illustre cette nouvelle génération des politiques publiques qui place le citoyen au cœur de l'action publique et fait de l'habitat un instrument d'inclusion sociale et territoriale. Mesdames et messieurs, la réduction des disparités territoriales passe également par une meilleure valorisation des villes intermédiaires. Au Maroc, les villes intermédiaires et les petites villes de moins de 500 000 habitants représentent plus de 71% de la population urbaine. Longtemps restés à l'ombre d'un modèle centré sur les grandes métropoles, ils apparaissent aujourd'hui comme des acteurs essentiels de l'équilibre territorial. Ils assurent la liaison entre les métropoles et les territoires ruraux. Ils rapprochent les citoyens des services essentiels. Ils favorisent l'investissement local, l'emploi et la diffusion des opportunités économiques. Les travaux engagés dans le cadre de la stratégie nationale des villes intermédiaires ont permis d'identifier 71 villes intermédiaires regroupant plus de 6,5 millions d'habitants. Ces villes constituent désormais des maillons stratégiques de l'armature territoriale nationale et des leviers majeurs de cohésion territoriale. Nous sommes convaincus que l'avenir d'un développement plus équilibré passe par le renforcement de ces villes, par l'amélioration des liens ruraux-urbains et par des approches territorialisées adaptées aux réalités locales. Mesdames et messieurs, le changement climatique vient aujourd'hui renforcer l'urgence de cette action. Ces impacts touchent d'abord les populations les plus vulnérables et accentuent les disparités existantes. C'est pourquoi les politiques territoriales doivent désormais intégrer pleinement les exigences de résilience climatique, de gestion des risques et d'adaptation. La justice spatiale et la justice climatique doivent être pensées ensemble. À l'approche de l'échéance 2030, nous avons collectivement la responsabilité de construire un nouveau cadre de développement territorial fondé sur 3 principes essentiels, l'équité, la résilience et l'inclusion. Un cadre qui reconnaisse pleinement le rôle des territoires dans le développement durable, qui valorise les villes intermédiaires comme vecteurs d'équilibre territorial et qui garantisse à chaque citoyen, où qu'il vive, un accès équitable aux opportunités et aux services. Le Maroc demeure pleinement engagé dans cette dynamique et continuera à contribuer aux réflexions internationales en partageant son expérience et en renforçant la coopération avec l'ensemble de ses partenaires. Notre ambition est claire, faire du territoire un facteur d'égalité, de cohésion et de prospérité partagée. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Secrétaire Général, pour avoir partagé avec nous la vision du gouvernement du Maroc. Et je retiens surtout cette mention que vous avez faite
le passage du logement au territoire de vie et toute la stratégie qui vient avec. Je vous félicite pour ça, pour cette vision. On est prêt maintenant à démarrer notre échange avec nos intervenants. Je voudrais démarrer avec une première question pour Madame Kandia Camara, maire d'Adobo et présidente du Sénat de la Côte d'Ivoire. Madame, quelle gouvernance est nécessaire pour répondre aux défis clés qui étaient mis en lumière par le secrétaire général? Comment, en tant que maire, vous agissez sur les réponses nécessaires dans votre territoire au Côte d'Ivoire? Bonjour tout le monde. Merci, monsieur le modérateur. Permettez-moi de remercier les plus hautes autorités du Royaume du Maroc, à commencer par le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et remercier aussi mon collègue, monsieur le maire de Tanger, qui m'a fait l'honneur de m'inviter à ce congrès, et féliciter les organisateurs de ce congrès. Je voudrais saluer le thème de notre panel, inégalité territoriale dans un contexte mondial en mutation. Je pense que c'est un thème qui est d'actualité parce que surtout dans les pays comme les nôtres où la question de communalisation ou de régionalisation est une vraie question qu'on doit se poser. Et aujourd'hui, vous me demandez quel type de gouvernance faut-il mettre en œuvre dans une commune comme celle d'Abobo. Je voudrais présenter brièvement la commune d'Abobo. Abobo, c'est l'une des 10 communes d'Abidjan, qui est la capitale économique. Abobo, c'est la deuxième plus grande commune de Côte d'Ivoire. Abobo, en 2021, avait un peu plus d'1 400 000 habitants. Et avec cette urbanisation galopante et cette migration, aujourd'hui, Abobo peut avoisiner environ 2 millions d'habitants. C'est un territoire qui s'étend sur 75 km², qui a une population très très jeune, plus de 70% de la population a moins de 35 ans, une population très active. Abobo, c'est une commune qui a connu beaucoup de retard. Beaucoup de retard. Bon, je n'ai pas beaucoup de temps, donc je ne vais pas donner toutes les raisons ici. Mais depuis 2011, Abobo a commencé sa mue. Abobo a commencé à changer grâce au leadership de son excellent M. Alassane Ouattara, qui a décidé de faire de l'égalité une vraie question à résoudre en Côte d'Ivoire, faire en sorte que les Ivoiriens, partout où ils se trouvent, vivent dans de bonnes conditions. Et c'est ainsi qu'il y a de grands projets qui ont commencé à être réalisés. Aujourd'hui, nous avons la construction du plus grand CHU de Côte d'Ivoire et certainement de la sous-région Abobo. Nous avons un palais de justice qui vient d'ouvrir. Nous avons des lycées en construction, lycée de jeunes filles avec internat, lycée d'excellence, des écoles primaires. Nous avons des voiries qui sont en train d'être réalisées. Tout ça pour une question de justice sociale, pour que les populations d'Abobo se sentent bien. Mais en fait, une question s'est posée à nous. Tout ça, c'est bien, toutes ces infrastructures, mais comment vivent les populations? Parce que c'est ça le plus important. Et c'est ainsi que, et là ça répond maintenant à votre question, nous avons décidé de mettre en œuvre une gouvernance territoriale intégrée, participative et partenariale. D'abord, une gouvernance intégrée, parce que nous venons de lancer un projet de construction de 5 000 logements. Les logements, c'est bien, mais il faut que les personnes qui vivent dans ces quartiers, dans ces territoires, vivent d'une certaine façon. D'abord, il faut qu'il y ait toutes les infrastructures dans ces quartiers bâtis, c'est-à-dire le logement que nous allons construire. Il y aura les logements, certes,
mais il faut qu'il y ait des voiries. Hein? Il faut que les questions de drainage et d'évacuation des eaux soient réglées. Il faut des caniveaux, il faut des centres commerciaux, il faut des aires de jeu, il faut des lieux, si possible, de culte pour toutes les religions. En fait, que les personnes qui vont vivre dans ces zones, dans ces quartiers, dans ces lieux d'habitation, aient véritablement vivent vivent ensemble, comme on le dit chez nous, avec toutes les commodités. Et nous sommes persuadés, si pour la construction de tous les logements, vraiment toutes ces questions sont prises en compte, nous sommes convaincus qu'il y aura très peu d'inégalités entre les territoires. Les populations vivront ensemble, cela va renforcer la cohésion, les gens vivront dans les mêmes conditions et vivront ensemble. Et quand je dis de façon participative, par exemple, nous avons créé des sous-quartiers à Bobo. Nous avons près de 70 sous-quartiers. Et dans ces sous-quartiers, nous allons vers les populations, les interroger par rapport à leurs besoins. Nous avons réparti les conseillers municipaux dans ces sous-quartiers. Dans ces sous-quartiers, nous avons créé ce que nous appelons des clashs, des comités locaux de salubrité pour impliquer les populations dans tout ce que nous faisons ensemble. Et donc, avec ces populations, nous échangeons, nous demandons leurs avis, nous travaillons ensemble. Les populations qui viennent de toute la Côte d'Ivoire, parce qu'à Bobo, c'est la Côte d'Ivoire en miniature, c'est la sous-région en miniature, et toutes ces personnes sont organisées en communautés. Ces communautés, nous travaillons étroitement avec ces communautés, et je vous assure, à Bobo, c'est la commune du vivre ensemble, où tout le monde vit ensemble, à peu près dans les mêmes conditions, et ça renforce la cohésion, ça prend en compte les préoccupations des populations, ça permet aux populations de vivre dans de meilleures conditions, parce qu'ils ont de l'eau, ils ont de l'électricité, ils ont des routes bitumées, ils ont des centres commerciaux, ils ont des marchés, et tout ça fait que ces populations deviennent de plus en plus heureuses. Donc, ça renforce la paix, ça renforce la cohésion, et puis évidemment, c'est ce qui permet d'aller vers le développement. Donc, pour nous, la gouvernance la plus importante pour nous, c'est une gouvernance territoriale intégrée, en prenant en compte toutes les commodités. Deuxièmement, participative, avec l'ensemble des populations, et puis partenariale, évidemment, tout le monde le sait. Un gouvernement ne peut pas, ou alors une commune à elle seule, ne peut pas trouver les financements. Donc, il faut nouer des partenariats, et nous espérons qu'ici même, ou alors ailleurs, nous allons trouver des partenaires pour nous accompagner. En plus de l'aide du gouvernement, il faut imaginer aujourd'hui une source de financement, vraiment de financement innovant. On ne peut plus compter uniquement sur le gouvernement. Comment trouver des partenaires pour nous accompagner dans notre politique de développement et d'amélioration des conditions de vie de nos populations? J'espère qu'à la fin de ce congrès, des solutions pourront trouver, des partenariats pourront être noués pour que nos populations vivent de plus en plus heureuses, vraiment dans un environnement sain, propre, où il fait vraiment bon vivre. Donc voici un peu nous ce que nous proposons au niveau d'Abobo et ce que nous avons commencé à faire avec l'ensemble des populations et le soutien évidemment du gouvernement et des partenaires aussi à travers des jumelages, par exemple. Voilà, nous avons tissé des partenariats avec d'autres communes, bientôt avec même la commune de Tanger, puisque avec le maire nous en avons parlé. Donc nous pensons que c'est ensemble, dans une certaine synergie, que nous pourrons faire de notre territoire des lieux où il fait bon vivre et où les populations seront heureuses. Voilà. Madame Camara, merci beaucoup pour votre intervention et pour avoir mis en lumière cette approche de planification intégrée participative, un partenariat que vous implémentez dans la ville d'Abobo. Et félicitations pour le nouveau partenariat avec la ville de Tanger. Je voudrais maintenant poser une question à la présidente.
Madame García Pelayo, presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Madame García Pelayo, l'agenda post-2030. Quels sont les enjeux et quels sont les maillons manquants pour que nous puissions travailler de façon intégrée sur cette agenda sur la cohésion territoriale et sociale? Bueno, muchísimas gracias, secretario general. Quería, en primer lugar, por supuesto, dar las gracias a todos y a todas los que han hecho posible que estemos aquí, al Gobierno de Marruecos, al Ministerio de Vivienda, Planificación Territorial y Política Urbana de Marruecos, agradecerle su amable invitación para que pueda participar en nombre de los más de 8.000 ayuntamientos españoles en este foro que tanto se ocupa y se preocupa de las personas, como hemos escuchado previamente a la alcaldesa, y también quería agradecer muy especialmente a la ciudad de Tánger su amable hospitalidad y felicitar a todos los organizadores de este foro, porque realmente creo que ha sido un éxito, que es un éxito, que será un éxito, y eso es lo más importante en relación con sus conclusiones. Desde la orilla sur y norte compartimos un bien común e inmaterial de un valor extraordinario que es el mar Mediterráneo, el Mediterráneo. El Mediterráneo se ha convertido para muchos territorios en un punto de encuentro, de intercambio y también de convivencia entre los pueblos. Pero también el Mediterráneo se ha convertido en un desafío de cara a afrontar problemas que cada vez acosan más a los territorios que vivimos en su entorno. Por lo tanto, el Mediterráneo nos permite compartir oportunidades, pero también nos hace compartir vulnerabilidades. Compartimos un desafío que es el de reducir las desigualdades territoriales y sociales. Tenemos también que afrontar el impacto del cambio climático y además tenemos que garantizar que es muy importante el acceso a la vivienda, construyendo ciudades cada vez más resilientes, inclusivas y, por supuesto, sostenibles. Precisamente por ello, el Mediterráneo nos recuerda que ninguno de estos retos a los que he hecho referencia se deben abordar en solitario. Es más, en solitario, cada uno de los países no tenemos capacidad para abordarlo. La cooperación entre ciudades, entre territorios y entre países es hoy más necesaria que nunca. Las conclusiones del último Foro Urbano Mundial, que se celebró en Bakú, Azerbaiyán, nos dejaron a todos un mensaje muy claro. Hemos entrado en una nueva etapa para la urbanización global, marcada por unas crisis que están cada vez más interconectadas: la crisis climática, la crisis social, la crisis económica, incluso la crisis geopolítica, que se manifiestan además de una manera desigual en cada uno de nuestros territorios. Por ello, y respondiendo a la pregunta, el gran desafío de la agenda urbana posterior al año 2030 ya no es únicamente gestionar el crecimiento de las ciudades. Es necesario que la transformación urbana sea una transformación justa, capaz de reducir desigualdades, fortalecer la resiliencia de las comunidades y, sobre todo, garantizar la igualdad de todas las personas, vivan donde vivan. Como saben, las desigualdades territoriales tienen múltiples causas: diferencias en el acceso a los servicios públicos, desequilibrios en la inversión y en las infraestructuras, la concentración de la actividad económica y del empleo y los cambios demográficos que están incrementando las dificultades del acceso a la vivienda, entre otros. A ello se suma además un contexto internacional que está marcado por la fragmentación geopolítica y las sucesivas crisis económicas y energéticas. La vivienda, además, se ha convertido en uno de los principales indicadores de esta nueva geografía de las desigualdades. Por ello, considero que debemos, es una obligación, repensar nuestras políticas urbanas desde una perspectiva integral, situando la cohesión territorial y la inclusión social en el centro de la agenda pública. Y esto además nos concierne a todos y a todas, porque en todos los continentes los alcaldes y alcaldesas afrontamos los mismos problemas, afrontamos los mismos retos: el aumento de los precios de la vivienda, las dificultades en el acceso a la vivienda por parte de la gente joven, las dificultades en el acceso a la vivienda de las familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, las rentas medias incluso tienen problemas para acceder a una vivienda y, sobre todo,
la exclusión que genera la falta de vivienda. Hablar de un nuevo contrato territorial significa hablar de 3 principios que consideramos fundamentales desde la Federación Española de Municipios y Provincias. Queremos más cohesión, queremos más sostenibilidad y queremos, además, más gobernanza multinivel. ¿Por qué gobernanza multinivel? Porque no podemos permitir, no debemos consentir que las decisiones que afectan a cada uno de nuestros territorios se tomen desde arriba, sin escucharnos, sin atendernos y luego, sobre todo, sin que se nos dote de los presupuestos o de los recursos necesarios para poder aterrizar en cada uno de los territorios las soluciones que planteamos previamente en las reuniones. Por ello, lo que pedimos desde la Federación Española de Municipios y Provincias son cambios normativos y cambios financieros adaptados a esta nueva realidad. Necesitamos instrumentos normativos que nos permitan a los ayuntamientos, a los gobiernos locales, invertir en prevención, en adaptación, en inclusión, en resiliencia, en definitiva, en hacer ciudades cada vez más humanas, ciudades de las personas, que eso es lo que queremos construir cada uno de los alcaldes y alcaldesas. Me parece importante destacarles, poner en valor que en materia de vivienda hemos planteado desde la Federación Española de Municipios y Provincias incluso una hoja de ruta, una guía a la que, si todos los territorios de España, por supuesto, nos acogemos, permitirá de alguna manera agilizar, hacer realidad cada una de estas cuestiones que le he planteado. Queremos, en definitiva, una realidad económica que nos permita dar respuesta a los principales problemas que plantean los ciudadanos. Se trata de un documento que hemos construido desde la experiencia municipal y que propone soluciones en ámbitos como la profesionalización de los equipos, la digitalización, la mejora de la organización interna, la simplificación administrativa, incluso la posibilidad de utilizar nuestros propios recursos, nuestro remanente, para construir vivienda. Cuando hablamos de urbanismo no hablamos solamente de política, hablamos de tiempo y, sobre todo, hablamos de personas. Me gustaría finalizar con 3 ideas que me encantaría que les quedara grabada no solamente en sus pensamientos, no solamente en su cabeza, sino también, de alguna manera, en su corazón. La vivienda es una cuestión de cohesión social, de justicia espacial y de igualdad de oportunidades. Las ciudades y los territorios, seamos grandes, intermedios, pequeños, pero sobre todo especialmente las ciudades intermedias, debemos ser parte esencial en la solución de este problema para construir un desarrollo más equilibrado y, sobre todo, para buscar una solución que llegue a todos y a todas. Y, sobre todo, no habrá Agenda 2030 ni agenda urbana posterior a la 2030 posible, por supuesto, sin fortalecer financiera e institucionalmente a los gobiernos locales. Las desigualdades se manifiestan en los territorios, pero es en los territorios, porque es allí donde viven las personas, desde donde debemos construir las soluciones. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcaldesa y presidenta, para compartir estos mensajes tan claros, estas ideas y estos enfoques sobre más cohesión, más sostenibilidad, más gobernanza multinivel. Mensajes muy importantes. Monsieur le Président, Monsieur Omar Ba, quelle approche aurez-vous sur une échelle africaine aux inégalités générées par les problèmes du logement? Quelle est l'approche africaine? Merci, Monsieur le Président. Je vous remercie, Monsieur le modérateur, et je voudrais également saluer tous nos collègues qui sont dans le panel et leurs collègues qui sont en face, remercier toutes les autorités qui ont facilité cette rencontre d'échange de ce matin. Pour aller vite, on pourrait partir d'un constat.
que nous partageons dans nos différentes villes africaines. D'abord, il y a l'émergence dans nos grandes capitales de bidonvilles, caractérisées par une limitation d'accès aux services urbains de manière générale. D'autre part, c'est les difficultés d'accès au logement, caractérisées de part et d'autre. Ça, c'est une donnée constante dans nos différents pays. L'autre donnée constante, compte tenu donc des problèmes que je viens de souligner, il y a l'émergence de politiques de logements sociaux. Le Maroc vient d'en parler tout à l'heure. Madame la Présidente aussi vient d'évoquer toute cette politique hardie qui a été développée en faveur des logements sociaux. Et ça, c'est une caractéristique pratiquement dans plusieurs villes africaines. Et c'est là, effectivement, qu'on doit réfléchir et revenir un peu en arrière pour faire un autre constat. Dans tous nos pays, et pour faire un retour un peu en arrière, on parle d'innovation, mais moi je vais d'abord partir un peu en arrière avant de revenir. Quand on traversait un pays, quel qu'il soit, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun, du nord au sud, on constate que l'habitat, les caractéristiques d'habitat changeaient selon la région. Selon les circonstances, selon la région, il y avait une variété d'habitats, variété de logements. Quand on partait dans d'autres pays, avec d'autres caractéristiques climatiques, on voyait également que le type d'habitat changeait. Parce que traditionnellement, nos ancêtres avaient cette capacité de faire deux choses importantes et qui doivent nous guider. La première chose qu'ils pouvaient faire, c'est de construire un habitat qui soit adapté à l'environnement et aux conditions climatiques. Et c'est ça qui faisait le changement. Ils avaient cette capacité d'adaptation, de voir quel type d'habitat est adapté et qui répond de manière efficace aux contraintes de changement climatique et qui est adapté à notre région, à notre environnement et à notre climat. Ils avaient cette capacité de faire ça. La deuxième chose qu'ils avaient la capacité de faire et qui doit nous inspirer, c'est qu'ils construisaient à partir d'un matériel local. L'essentiel, ce n'était pas importé. Alors, ça aide deux choses, puisque le défi de ces politiques de logement social, on doit répondre à deux impératifs majeurs. Le premier impératif majeur, on doit avoir des bâtiments, des logements accessibles. On doit avoir des logements qui sont adaptés au changement climatique. C'est un défi majeur. Et c'est là où on doit réfléchir sur nos politiques de manière globale. Pas seulement en termes de financement, mais en termes de choix stratégiques, en termes d'orientation technique. Nos ingénieurs, nos architectes, qui sont très bien formés dans les plus hautes universités occidentales, ont reproduit un peu le schéma qu'ils ont appris en Europe. Aujourd'hui, si on part en Côte d'Ivoire ou au Sénégal ailleurs, on voit une uniformisation du logement. C'est le béton et le ciment point avec des étages, c'est textuel. On a perdu cette notion, donc, de construire en fonction de notre environnement. Et c'est là le fond du problème. Le défi aujourd'hui, c'est qu'on ne peut pas faire des logements accessibles avec essentiellement du matériel importé, puisque nous ne maîtrisons pas les prix des multinationales qui contrôlent ces marchés et qui le produisent. On ne peut pas faciliter l'accès au logement si on ne maîtrise pas le matériel. Alors le défi pour nous, le défi pour les politiques, c'est justement que nos ingénieurs s'orientent vers la valorisation de nos matériels locaux et qu'ils travaillent pour trouver des solutions et des matériaux, comment, quand on est dans telle région, qu'on puisse construire en valorisant le matériel local. On répond à ce double défi. Le matériel local deviendra moins cher, donc on pense à l'accessibilité. Le matériel local est adapté au changement climatique et on répond au deuxième défi.
On doit orienter aujourd'hui nos politiques sociales, nos politiques de logement, et que nos techniciens, nos ingénieurs, nos architectes doivent nous aider à ça. La question fondamentale, c'est comment mettre au centre de notre politique d'urbanisation la valorisation des matériels locaux. C'est la question fondamentale. Je pense que si nous parvenons à régler cette question, nous réglerons un peu des logements sociaux accessibles, équitables, puisque les territoires pourront accéder à ces logements, et on pourra aussi avoir des logements qui soient adaptés au changement climatique. Merci beaucoup. Merci le Président. Gracias. Merci pour avoir mis en évidence évidemment les soucis des matériaux et la nécessité d'avoir des chaînes de valeur intégrées pour justement structurer tout le travail de réponse aux besoins de logement. We are now ready to move to the next speaker. Last but not least, we have with us Ms. Minna Kuranen. She is the CEO of the Association of Finnish Municipalities. With you, Minna, I would like to go back to the Agenda 2030. What are your tips? How is the Finnish Association approaching the work on the agenda post-2030? The floor is yours. Thank you very much. Ladies and gentlemen, Honorable Secretary General representing the Government of Morocco, Chair and dear colleagues. In the very first of all, I'd like to thank you, the beautiful city of Tangier, for hosting this important event. You have been pampering us so well this week. Thank you also for the Mayor of Tangier for me to be a part of this important discussion, and of course for the whole UGLG team for making this success year after year, and of course for the previous speakers for very important points. Thank you. Let me start with a simple point. When we are thinking about Agenda 2023-22, we are talking about territorial inequalities that are structural. I'm representing cities and municipalities of Finland, almost 4,000 kilometers from here, and only 5 million inhabitants. Our problems might look very different, but they are mainly driven by the same changes as here. They are driven by long-term trends, aging and low birth rate, urbanization and economic transformation, and increasingly also by geopolitical shifts and climate change, like we see here. So the conclusion is clear. If inequalities are structural, also the responses must be structural as well. But these structural forces are always felt locally. Inequality is not an abstract concept. It's experienced in everyday life, in housing, in access to service, and in mobility. Municipalities make daily decisions on land use, housing, services, and transport. And those decisions directly shape people's opportunities. Let me illustrate this with housing, because housing is where many inequalities told on agenda become visible. In Finland, we have a relatively liberal rental housing market combined with a strong social housing system, especially in larger cities. This balance has supported both affordable and social mixing, but recent policy changes have shown how terribly fragile this balance is. Cuts in housing benefits and social security have led in increasing homelessness in major urban areas. It's sad, it's happening even in Finland. And even though small apartments are available, so the issue is not only supplied,
it is affordability and people's real access to housing. And at the same time, in other regions, municipal rental housing has become too expensive for some residents, leading vacancies and shifts to private market. So we see two developments at once: pressure and homelessness in growth areas and empty housing elsewhere. This clearly shows that housing policy alone is not enough. It must be closely linked to social protection and local conditions. Ladies and gentlemen, housing is also the core of segregation. And here the lessons is very practical. Segregation is shaped by small, consistent decisions over time. Through planning, municipalities can mix housing types and income groups, ensure services are available early, and connect neighborhoods effectively. There are no large reforms. There are everyday decisions, but they define long-term outcomes. At the same time, the broader context is changing. Geopolitical fragmentation means that territorial cohesion is no longer only about fairness. It's also about resilience and security. And climate change adds another layer. But if the green transition is designed in an inclusive way, it can create opportunities across regions, not only concentrate them in the strongest areas. So what we have learned is simple. Solutions, also for Asia, require integration. Housing, services, mobility, and participation must work together, and they must be implemented locally, consistently over time. So let me close with 3 messages for you to remember. First, inequalities are structural, and so must be solutions. Second, local governments play a key role in delivering those solutions. And finally, third, territorial cohesion today is not only a social goal, it's a foundation of resilience and stability. And let me end with one simple idea. Geography anywhere should not determine your personal future. Thank you. Thank you very much, dear Mina, for sharing these important tips and advices, and indeed for confirming that housing is a problem even in those northern latitudes. Thank you very much. With this last intervention, I think that we are now ready to say thank you to our speakers for this very interesting exchange. And please, let's give them a big round of applause. Madame et Messieurs, nous sommes maintenant prêts à partir, à démarrer avec notre deuxième panel pour cette matinée. Et la discussion sur ce deuxième panel, ça sera sur les liens ruraux-urbains comme moteur d'équilibre territorial. Et j'invite les intervenants à me joindre sur scène. Nous avons avec nous aujourd'hui M. Tawfiq Ben Ali, gouverneur-directeur de l'agence urbaine de Casablanca. Merci, M. Ben Ali. Nous avons avec nous Madame Setsuko Saya, directrice adjointe du Centre de développement de l'OSCE. Madame Saya, soyez le bienvenu. Nous avons avec nous
Miss Fatia El Moudni, présidente du conseil communal de la ville de Rabat et présidente de Métropolis. Fatia, chère Fatia, ravi de t'avoir avec nous. Nous avons avec nous Monsieur Ozni El Gouzni, président du directoire de la holding Al-Aï Omran. Et finalement, nous avons aujourd'hui avec nous pour ce panel M. Hassan Benayad, chargé principal d'investissement en infrastructure à la Banque africaine de développement. Soyez les bienvenus. Pour cette deuxième échange, je voudrais en partir avec M. Taoufik Ben Ali, gouverneur directeur de l'agence urbaine de Casablanca. Vous connaissez mieux que personne les enjeux liés au logement dans la ville de Casablanca, une ville très importante au Maroc. Quelles seront, selon vous, les recommandations plus importantes que nous devrons inclure sur l'agenda urbaine post-2030? M. Ben Ali. Merci, Monsieur le modérateur. Honorable assistance, j'ai d'abord l'honneur d'être parmi vous et de participer dans cet atelier extrêmement important qui traite de la lutte contre les disparités territoriales en relation avec la politique de logement. Donc, pour discuter du logement, le logement n'est pas une simple commodité de marché ou un objet spéculatif foncier. Le logement, c'est le socle sur lequel se base, c'est le lieu d'ancrage de l'ensemble pratiquement des objectifs de développement durable. Il trouve une territorialisation au niveau du logement. Le rapport mondial des villes publié en mai 2026 par ONU Habitat, donc il alerte sur la gravité, sur l'accès au logement à travers le monde et il dresse un tableau où il prône à l'ensemble des pays et gouvernements de prendre en charge le logement comme un pilier de la cohésion sociale et de la compétitivité et de la prospérité partagée. Si on revient aux chiffres au niveau mondial aujourd'hui, il y a 1,13 milliard d'habitants qui résident dans des logements, je dirais, insalubres, informels, contre 855 millions de ménages qui habitaient en début de siècle. Le déficit en termes de logement s'est creusé entre 2000 et fin 2024 en passant de 255 millions de logements à 288 millions de logements. Le ratio médian entre la capacité des ménages à acquérir le logement et les prix de logement s'est également détérioré entre 9,5 à 11,7%. Le taux de personnes ayant accès aux prêts bancaires ne dépasse pas 25% à travers le monde. La surface des villes s'est développée 2 fois plus supérieure que la progression démographique. Le logement, il produit 37% des gaz à effet de serre, mais il est aujourd'hui l'infrastructure physique la plus exposée aux risques. Inondations, tsunamis, tremblements de terre. Donc les systèmes financiers aujourd'hui sont décorrélés de la réalité de l'accès à un logement abordable répondant aux critères des 5A connus par l'ensemble des experts. Donc au niveau de la métropole de Casablanca, la région du Grand Casablanca, la région Casablanca-Stade, c'est une région qui fait 19 448 mètres carrés, c'est 21,9% de la population marocaine, c'est 32,2% du PIB, c'est 87% de l'activité financière, c'est aussi 47% de la valeur ajoutée du secteur industriel et c'est 28,5% de l'activité tertiaire. C'est une région très urbanisée, le taux d'urbanisation est de 74%. Et c'est une région donc, où l'articulation urbain-rural a été un principe important dans la conception du schéma directeur d'aménagement urbain de 2010,
qui a constitué une rupture avec les documents de planification antérieurs adoptés depuis plus d'un siècle, qui ont prôné une urbanisation linéaire le long du littoral entre deux espaces productifs ou deux espaces d'exportation, c'est-à-dire le port de Casablanca et le port de Mohammedia. Donc le nouveau schéma directeur et la nouvelle configuration territoriale pour réduire ces inégalités reposent sur 4 piliers majeurs. Le premier pilier, c'est une organisation polycentrique, donc voulant maîtriser la croissance de l'hypercentre de Casablanca et développer 9 pôles périphériques, bien sûr avec 3 axes importants, l'axe balnéaire et puis l'axe technopolitain, un axe industriel ou logistique. Bien sûr, ce pilier d'organisation territoriale, il est important, mais il faut l'accompagner d'abord par de l'activité. C'est pourquoi une offre territoriale et industrielle de plus de 10 000 hectares a été créée dans la couronne périphérique de l'hypercentre hyper-métropolisé, hyper-urbanisé, donc pour rapprocher les bassins de vie des bassins d'emploi et éviter les impacts négatifs de la gentrification. Troisième pilier de cette réarticulation métropolitaine, c'est l'injection d'une vision ambitieuse de mobilité durable. Donc ce sont des RER, des tramways. On a 4 lignes de tramway aujourd'hui sur 73,5 km, 2 lignes de BHNS, de bus à haut niveau de service sur un linéaire de 24,5 km, des autoroutes existantes, des autoroutes réalisées récemment et des autoroutes projetées sur un tronçon de 60 km, des rocades urbaines, des voies collectrices, des voies de ramassage, des voies interliaison et interquartiers. Donc cette mobilité est la solution, cette inclusion par la mobilité est un moyen pour mieux connecter le rural vers le cœur de la métropole et faciliter d'une meilleure manière les échanges commerciaux et les échanges humains aussi. Le quatrième pilier qui tient cette organisation métropolitaine basée sur un développement polycentrique, c'est la trame verte régionale. La trame verte régionale, c'est un élément extrêmement important. Donc aujourd'hui, cette trame, elle est faite pour d'abord maîtriser, réduire le mitage et l'artificialisation des sols, mais pour permettre aussi la respiration des territoires, pour ne pas avoir une urbanisation continue sur de longues distances. Donc l'ensemble de ces 4 aspects ont été menés conjointement durant les 15 dernières années et les premiers résultats sont là. Concernant le logement, donc aujourd'hui, comme toutes les grandes métropoles, la financiarisation du logement est un phénomène omniprésent. Donc les cœurs de ville sont devenus des espaces financiers où l'airbnbisation de ces espaces est en mouvement, est en dynamique, ce qui fait qu'un phénomène de gentrification risque d'être posé. C'est pourquoi le schéma directeur et les autorités ont prôné une densification des corridors de transport, mais une densification appréciée, une densité pragmatique et pas une densification massive suivie. Donc le renouvellement urbain a été prôné au lieu de l'étalement urbain et même dans les programmes de relogement des bidonvilles, donc le dernier programme qui est en cours, qui vise le traitement de 62 000 ménages, 80% de ces ménages ne sont pas gentrifiés vers des territoires autres que les préfectures ou les communes où ils résident. Donc aujourd'hui, la production de logements connaît un dynamisme pour répondre aux besoins des différents segments de la trajectoire résidentielle, mais aussi pour servir un investissement productif et durable. Merci. Merci Ben Ali pour avoir partagé ces données avec nous, extrêmement intéressant, et aussi pour avoir amené cette dimension financière liée au problème du logement qui nous rappelle effectivement que le logement c'est un problème systémique. Et notamment avec l'exposition au changement climatique de cette infrastructure physique, il faudra vraiment repenser les systèmes des assurances, les systèmes de finances qui vont avec. Je voudrais maintenant poser une question à Madame Saya, directrice adjointe du Centre de développement de l'OSCD, les villes intermédiaires. Quelles sont les solutions que les villes intermédiaires devront mettre en place pour faire face au problème du logement? Madame Saya, merci. Thank you very much, Fabrizio. So let me speak in English. Sorry about that.
I'm from the OECD Development Center station in Paris, and we specializes in providing policy recommendation for developing countries. Thank you for the organizer, UCLG, and especially Firdaus, who is running around the sea and helped me for this great important occasion. I'd like to share some of the recent policy research from the OECD Development Center about intermediary cities. Especially, we focused on the African intermediary cities. I totally agree, but the intermediary city plays very important role in urban-rural linkage, and maybe for the housing, and also for other challenging issues that other speakers have spoken before. But this rule is not automatic. The intermediary cities have to have a very elaborated policies and strategies how to make it happen, and then it has a lot of potential that might change the balance of regional disparities among the entire nations. I'd like to say that urban-rural linkage and link what in terms of what do we link? There are many ways of explanation, but I just like to focus on the three items: industrial transformation, share the industrial transformation with urban and rural. Second is the labor market integration that also relates to the housing integration with the urban and rural areas. And also the third important one is that share the value, the global challenge for the climate change and SDGs. We did a case study in African intermediary cities, especially the Kerimane city in Mozambique. Maybe many of you are aware of this case study. This is very famous. The city is designed to use the bicycle as the major transport hub, which is very nice. And then because in terms of that, because first of all, it is contributing to the climate change and sharing the value among the entire citizens that the climate-friendly active mobility is the good for the future. Second, it creates industry base related to bicycles, which is also very good because it creates quality jobs in the region. And of course, third, what is good about it is that it is improving the quality of life of the people in the city. Then it is improving the attractiveness, and then the people wants to live in the city. So this is a very good example, but we are asking we did a recommendation for the Kerimane cities that you have to be upgrade the industry base in collaboration with other cities and rural areas, because the bicycle industry is great, but it has limit. If the city is expanding, you need more mass rapid transport, which is also green. So for example, the green transport industry, such as e-vehicle, could be also considered in such cities. But having said that, this industrial transformation needs to be carefully made in collaboration with urban areas, especially in large metropolitan areas. We saw the example of the development corridors. Maybe we mentioned about developing corridors, which is very good. But development corridors connecting the market with large metropolitan areas. But if you don't have any specific good industrial background, you don't get the benefit of the development corridors. You just see the value passing by, and you suffer from the straw effect of the development corridors, which is kind of the external, which is not a good impact for the city. So it has to be very good coordinated with the industrial base, with the metropolitan area, and that this is a first recommendation. And in terms of the labor market coordination, it has to be also made very carefully as your city grows, your city boundary also grows, and if you have a good transport network with other surrounding areas, maybe you have a more flow of people, more flow of laborers. But I just like to highlight that the labor, quality of labor is very different in cities and rural areas. We have a database of the informality in urban and rural, and in African countries, in urban area,
the informality rate is about 50% to 70%, but in rural area, the informality rate is more higher. It is like 70% to 90%. So if you are trying to integrate the labor market, and labor market is equal to household informality is also the same as the informality rate of the labor market. It is not about the head count, how many people are available to work here, but also the quality of the labor market and quality of a household and how much they are protected by social protection. And that coordination is also necessary, and that requires a lot of coordination among the partners in the neighboring mayors and leaderships, and those coordination is not very easy. But if you share the value of the climate change mitigation or SDGs, I'm sure this role is possible. And I really wish that intermediate cities could play that role very, very positively. Thank you very much. Thank you very much, Ms. Saya, for this focus on the coordination, the need to coordinate all the actors on the territory. Thank you very much. Now, maintenant, je suis content, ravi de poser une question à notre chère Madame Fatia El-Moudni. Madame El-Moudni, le secrétaire général, Monsieur Elosni, a partagé avec nous la stratégie nationale du Maroc pour la réduction des inégalités, pour la réduction des disparités sociales. Quels sont les conseils qu'on pourrait donner, que le Maroc pourrait donner à des autres pays qui font face aux mêmes défis? Okay, first of all, I would like to thank the organizers and commend them for the choice of this topic today. And at the same time, I would like to welcome you all to the beautiful city of Tangier. On behalf, of course, of my colleague, Mr. Mounir Limouri, Mayor of Tangier. At the same time, I would like to thank Mr. Governor for giving us information and data about the national strategy. So I'm not going to go into technical information, but rather talk about the case of Rabat. So maybe I would start with a simple idea, saying that public policies can never be truly inclusive if we start thinking about rural and urban areas as separate realities or opposite realities. Instead, we should consider them as partners within the same territorial ecosystem. So in Morocco, under the leadership of His Majesty the King, Mohammed VI, may God assist him, important progress has been made, and we've been reducing social and territorial disparities and inequalities. And our national approach, as Mr. Governor said, it was really clear, and it's still clear. Reducing inequalities means ensuring that every single citizen has real access to essential rights and services. And in that sense, significant investments were made nationally in terms of healthcare, water supply, electrification, road infrastructure, and education, of course. But I have to say that equality is not only about building facilities and infrastructure. It is actually about whether people can use it, whether they're affordable, accessible, whether people can use them with dignity. And this is the real measure of equity and equality. So to achieve this, public action must be based on the realities of people's daily lives, because this is how we can measure the exclusion and inclusion. And we should not think about it in terms of administrative boundaries, because we all know that labor markets, water resources, climate risks go beyond municipal territories or boundaries, as I said earlier, or borders. At the same time, we need to combine proximity and connectivity. And it was said by Mr. Governor, and thank you for that, because essential services should be brought closer to our citizens.
we have to make sure that citizens, when using or accessing services, they should not be spending too much money and too much time. And that makes sense. So we have to think in terms of metropolitan areas and strengthening economic, or actually I should say regional and metropolitan economies. So territorial equity does not mean applying the same solutions everywhere, because it means that adapting solutions to the local context is a priority, because we all know that we have to have strong governance between national, regional, and local authorities, and at the same time, we have to have some bodies so that we can have access. I mean, citizens can have access to information and have a place around the decision-taking or decision-making tables. So in Rabat, this approach has been translated into concrete actions, and this was done through the integrated program, Rabat City of Light, Moroccan Capital of Culture, initiated and launched by His Majesty the King Mohammed VI, may God assist him. And this royal initiative actually brought culture, sport, mobility, environment protection, heritage preservation into one single and shared vision. And as a result, we have developed 175 neighborhood sports fields. We have developed, and they are actually through all our 5 districts in Rabat, which means that we are thinking about having all the facilities to cover the whole area of our city. At the same time, we have built swimming pools with a big, or shall I say, a large municipal seawater swimming pool. We have created neighborhood theaters, youth centers, rehabilitated the historic Medina, enhanced heritage sites, and of course expanded quality green spaces, which are today irrigated with the reuse of treated wastewater. In other words, as I said, we have brought sports, culture, heritage, nature closer to our citizens, especially young people, the elderly, and families. And I have here to say that our tramway and bus networks made it easier for people to commute and to use those services easily. And this is when we say that we have to have all the facilities and infrastructure all distributed fairly in the area. I guess Fabrizio is looking at me. Maybe I should stop here and let my colleagues finish. Thank you very much, Fabrizio. Thank you very much, Mayor. Thank you very much. And I enjoyed very much this focus that you put on the need to connect rural and urban areas. Indeed, the problems that we face within our cities do not stop at the boundaries of the city very often, so that we cannot create artificial silos, right, between these two systems. Thank you very much for this. I would like now to go to Mr. El Ghazouei. Mr. El Ghazouei, what is the contribution that your holding brings to the housing problem, and what is the contribution that you are bringing to the achievement of the the strategic objectives of the National Plan of Morocco? Merci beaucoup, Monsieur Fabrizio. Je voudrais d'abord exprimer mes remerciements aux organisateurs de ce sommet mondial qui est placé au patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, et pour le choix aussi de cette thématique ô combien importante. Je vais discuter bien sûr de cette thématique, de ce sujet de disparité sociale, et je vais le dire d'emblée, nous ne sommes pas en train de parler de sujets purement techniques.
nous sommes en train de parler d'enjeux décisifs pour la stabilité des sociétés, de nos sociétés, pour la dignité des citoyens et aussi pour la crédibilité même des politiques publiques que nous produisons. Il est un fait certain que les fractures territoriales se traduisent concrètement par des inégalités d'accès au logement, d'accès aux services sociaux, d'accès à la santé, à l'éducation. Et ces déséquilibres, vous l'avez bien dit tout à l'heure, M. Fabrizio, ils s'accélèrent avec les changements climatiques. Les changements climatiques, aujourd'hui, interviennent comme accélérateurs d'inégalités, particulièrement dans les zones les plus fragiles, qui sont en général les plus touchées et les plus durement touchées par ces changements climatiques. Et donc, notre responsabilité aujourd'hui ne consiste plus à construire plus, mais plutôt à construire plus juste. Et au Maroc, cette ambition, eh bien, elle s'inscrit dans la vision royale de Sa Majesté le Roi, qui est portée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, notamment dans le discours prononcé à l'occasion de la fête du 30 juillet de 2025, où il avait réaffirmé la priorité pour un développement territorial intégré, pour une justice spatiale, pour une meilleure répartition des richesses, pour une solidarité entre les régions et pour un développement humain inclusif et durable. Et dans ce cadre, le groupe Omran, et là je réponds à votre question, eh bien, il assume un rôle clair qui est celui de bras armé de l'État dans la mise en place des politiques publiques en matière d'habitat. Et pas seulement, on parle d'habitat, mais aussi d'aménagement du territoire. Et je vais m'expliquer. Notre mission est de traduire donc la vision et les politiques publiques dans ce sens en actions concrètes, visibles, utiles et impactantes vis-à-vis des citoyens. Alors cette responsabilité se traduit d'abord en matière d'habitat. Je ne vais pas remonter dans le temps, mais je souhaiterais parler d'une contribution actuelle dans le nouveau programme d'aide directe au logement. C'est un programme royal qui a été initié et démarré en 2024 et qui se poursuit jusqu'en 2028 et qui consiste en une aide publique directe aux citoyens marocains qui souhaitent acquérir un logement, enfin aux primo-acquéreurs, qui est une aide directe de $10 000 pour l'acquisition d'un logement avec un prix inférieur ou égal à $30 000, ou alors une aide de $7 000 pour un logement entre $30 000 et $70 000. C'est un programme national qui vient en rupture avec les anciens programmes d'aide au logement. Et le groupe Omran a mis en place une feuille de route pour la réalisation en propre ou en partenariat avec les promoteurs privés d'environ 148 000 logements sur cette période de 5 ans. À la date d'aujourd'hui, nous avons déjà mis en chantier 34 000 logements en propre et nous souhaitons atteindre 47 000 logements en propre d'ici 2028. Ce nombre de logements, il est réparti sur 80 localités à l'échelle nationale. Parce que le groupe Omran, nous avons un ancrage territorial assez important. Nous sommes organisés en holding, mais nous avons dans chaque région du Maroc une filiale du groupe. Donc ça fait 10, en fait, au total nous avons 10 filiales. Les 3 provinces du sud sont représentées par une seule filiale basée à Laayoune, qui couvre la région de Gulmim Ouadnoun, la région de Laayoune, de Saqi al-Hamra et la région de Dakhla Ouaddahab. En plus de ces 12 filiales, nous avons une répartition sur l'ensemble du territoire avec 60 agences. Et donc nous couvrons aussi bien les grandes villes que les villes intermédiaires et que les centres régionaux émergents. Et justement, en parlant de centres régionaux émergents, ça me ramène vers le deuxième niveau de contribution
du groupe Al-Omran, nous avons au Maroc un programme national des centres régionaux émergents qui est porté par notre ministère de tutelle, le ministère chargé de l'habitat et de l'aménagement du territoire. C'est un programme donc, qui s'appelle le programme des CREM, les centres ruraux émergents, et qui est parti d'une conviction assez claire qui est qu'on ne peut pas continuer, on ne peut pas réduire les disparités territoriales en continuant à regarder le monde rural comme une périphérie. Nous devons les transformer en pôles d'équilibre, en pôles de développement et en connexion avec le monde rural et avec les villes intermédiaires et les grandes villes. Partant de ce constat-là, notre ministère a mis en place donc un programme, une étude, un diagnostic qui a couvert 542 centres ruraux, sur un diagnostic à partir de critères de démographie, de niveau de développement humain, de niveau d'activité économique et de spécificité et aussi de potentiel de développement de ces crèmes. Un programme prioritaire de 77 crèmes a été identifié et nous travaillons actuellement sur un programme pilote sur 12 crèmes, soit un crème par région. Le groupe Al-Omran aujourd'hui se positionne comme instrument exclusif pour la mise en place de ce programme des crèmes. Alors, notre rôle aussi sur le territoire ne se limite pas à cela. Nous sommes toujours l'instrument de l'État pour la mise en place de tous les programmes de mise à niveau urbaine, de requalification urbaine et de revalorisation du tissu ancien. Parce que nous pensons que la réduction des disparités sociales et territoriales ne se fait pas seulement en construisant du neuf. Réparer, requalifier, revaloriser les territoires qui sont déjà habités, nous pensons que ça contribue aussi à la diminution des disparités territoriales. Alors, il y a un point très important, c'est que chez nous, Al-Omran, nous ne pensons pas l'habitat de manière isolée, mais on le pense dans le cadre de zones d'aménagement intégré qui intègrent le logement, mais aussi les services de base, la santé, l'éducation, les espaces de vie, les espaces verts, la culture, mais l'emploi aussi. Le groupe Al-Omran a réalisé 60% des zones industrielles du Maroc. Tout à l'heure, monsieur le gouverneur a parlé de Casablanca. Nous sommes en ce moment en train d'aménager 3 zones industrielles dans la région de Casablanca sur une superficie de 600 hectares. Nous sommes en train de réaliser la 4e zone d'accélération industrielle au Maroc sur une superficie de 475 hectares. Voilà. Donc, comme j'ai dit, pour nous, l'habitat n'est pas pensé de manière isolée, mais de manière intégrée. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Merci El Gazaoui. Merci pour cette attention à l'approche intégrée, aussi pour cette dimension. Le logement, c'est tout d'abord un problème de stabilité dans nos sociétés, un problème de dignité des citoyens. Je voudrais maintenant poser une question à M. Ben Ayed, chargé principal d'investissement en infrastructure à la Banque africaine de développement. Monsieur Ben Ayed, quel est le soutien que la Banque africaine du développement peut donner et donne aux villes intermédiaires qui font face aux problèmes d'urbanisme et de logement? Oui. Bonjour tout le monde. Et merci aux organisateurs pour l'invitation. Merci pour cette question, pour permettre à la Banque d'expliquer devant cette audience ce qu'on peut leur offrir. D'abord, je voudrais ancrer un peu que les questions urbaines en général, de logement, font partie des priorités de la Banque et s'articulent aussi bien au niveau de la stratégie décennale de la Banque, qui
qui prend acte du gap d'investissement dans les infrastructures en général et les infrastructures urbaines en particulier. Et nous considérons le développement urbain comme un axe stratégique avec un accent sur les villes qui sont inclusives, résilientes et connectées. Plus spécifiquement, nous avons un plan d'action pour le développement urbain durable qui considère trois piliers. D'abord, l'amélioration de la gouvernance, parce qu'on voit qu'il y a un gap de gouvernance et des capacités financières de staff au niveau de plusieurs villes sur le continent. L'amélioration de la planification et les services essentiels des infrastructures. À cet effet, on agit d'abord avec des activités analytiques et de conseil. On fait des études, ce genre de choses, des diagnostics des villes, stratégies de développement urbain, des réformes foncières et fiscales. Et nous avons un fonds fiduciaire qui assiste sur ça. Et aussi des transactions qui sont des activités qui peuvent être de dette ou bien de garantie pour la levée de dette, que ce soit avec une garantie souveraine ou pour les villes ou les régions qui ont la capacité financière. On peut faire des dettes directement avec eux. L'année dernière, nous avons fait une première opération dans ce sens, avec une dette directe à la ville de Johannesburg. Et il y a quelques années, on a fait ça indirectement au Maroc à travers le fonds d'équipement communal. On lui fournit la liquidité pour qu'il la déploie vers d'autres villes. L'UMDF, qui est le fonds de développement urbain de mobilité, fournit une assistance technique directe aux municipalités et au gouvernement, prépare des projets bancables et appuie la mobilisation des investissements pour des villes résilientes et productives. On a accompagné plus de 25 villes. Majoritairement, c'est des villes secondaires ou intermédiaires. Et on a dans le pipeline l'objectif d'atteindre 45 villes d'ici 2027. Des diagnostics, des plans d'action et sur l'identification des investissements prioritaires. Il y a aussi un guichet de préparation de projets dans le cadre de l'UMDF avec plus de 4,7 millions de dollars en 2024 pour faciliter l'identification et la maturation de projets d'infrastructures urbaines. Donc aussi, on a un guichet pour la préparation des collectivités pour accéder au financement municipal et on participe aussi dans ce genre d'événements et d'autres réseaux de villes africaines, des événements, des webinaires, des produits de connaissances, etc. Donc, pour résumer, c'est ça ce que la banque offre aux villes. La Banque africaine, elle est présente, elle agit et opère dans l'ensemble du continent africain. On est présente dans plus de 40 pays sur le continent. Et voilà. Merci beaucoup, merci Monsieur Benayad pour avoir partagé la vision de la Banque européenne de développement. Je vois qu'on va un peu mal avec le temps et je sais que nous avons tous des importants commitments. Le programme est très riche pour la journée, il y a d'autres sessions qui vont démarrer bientôt, peut-être ils ont déjà démarré. Du coup, je voudrais remercier notre intervenant pour la riche discussion. S'il vous plaît, donnez à notre intervenant un chaleureux applaudissement. Et nous sommes prêts, évidemment, à clôturer cette session. Je vous souhaite une très belle matinée et on se voit bientôt dans des autres sessions. Merci à tout le monde. Merci.